beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là aujourd'hui puisque vraiment j'ai beaucoup entendu parler des passes. Je n'ai pas eu encore l'occasion d'en visiter. J'espère que vous me permettrez de le faire comme on se l'était dit. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très belle initiative et on connaît les résultats de l'extérieur aussi. Simplement pour vous donner justement une autre perspective un petit peu institutionnelle, je vais peu vous parler de la France, mais vous allez comprendre que je vous parlerai en permanence en fait de ce que vous vivez. Simplement, l'idée, c'est d'avoir une vision un peu institutionnelle et mondiale de ces questions de migration et de santé. Donc, je suis aujourd'hui la directrice exécutive de l'École d'affaires publiques de Sciences Po, mais j'étais effectivement pendant quelques années à l'Organisation mondiale de la santé sur la question des systèmes de santé. Donc, sur ce phénomène actuel, qui n'est, comme vous l'aurez compris, pas un phénomène tout à fait incroyable ou inconnu de l'histoire avec un grand H, nous avons un certain nombre de caractéristiques. La première chose, c'est que les questions de migration, c'est d'abord un enjeu local. Quand on parle par exemple du Sahel, quand on parle du Proche et Moyen-Orient et notamment de la Jordanie, on voit bien que c'est là que les pressions migratoires sont les plus violentes et on sait que les pressions migratoires sont d'abord régionales. Et l'impact qu'elles ont sur les systèmes de santé sont terribles, puisqu'il y a une instabilité des systèmes liée du coup au phénomène migratoire. Si je donne simplement deux exemples, en Iran, vous avez plus de 2 millions de réfugiés qui viennent de l'Afghanistan et des régions autour. Ces régions où il y a encore de la polio. L'Iran est déclaré libéré de la polio depuis des années, mais là aujourd'hui, il voit qu'il y a un phénomène migratoire qui pourrait leur apporter la polio. Si on regarde la Tunisie, il y a aujourd'hui sur 10 millions d'habitants, plus de 2 millions de personnes qui viennent de Libye. Alors là encore, n'imaginons pas le migrant ou le réfugié ou le déplacé simplement comme une personne sans ressources et sans éducation. Ce n'est pas nécessairement le cas, et particulièrement pour les Libyens qui sont en Tunisie. Mais en revanche, on sait que ça pèse sur les systèmes de santé et d'éducation de ce pays-là. Donc le premier phénomène autour de la migration et des systèmes de santé, c'est la résilience des systèmes de santé dans les régions qui sont impactées. Et puis, c'est aussi un sujet de résilience, donc de capacité à tenir le système dans les pays qui sont en crise. Et un enjeu terrible pour ce bien mondial, ce bien public mondial qu'est la compétence en santé, c'est la fuite des compétences. On sait qu'aujourd'hui, les personnels de santé sont parmi les premiers à quitter le pays au moment où il y a une crise. Ils sont parmi les premiers parce qu'ils sont par nature éduqués et donc cherchent à rapidement essayer de se mettre à l'abri ou mettre à l'abri les leurs, ce qui est tout à fait logique. Ils sont également en première ligne. Les systèmes de santé sont les premiers à voir les impacts et le résultat d'une instabilité géopolitique. Et puis, très très rapidement, là vous le vivez aujourd'hui, les questions de sans ressources, mais dès qu'il y a une instabilité, une crise dans un pays, le système de santé est le premier qui se retrouve parmi les premiers qui se retrouvent sans ressources. Et donc, un personnel de santé sans ressources médicamenteuses, de produits, se retrouve simplement avec ses yeux pour pleurer, si je peux me permettre. Et d'ailleurs, en 2016, à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2016, c'était la dernière Assemblée générale de l'ONU à New York pour Barack Obama. Et il a été interpellé par des médecins en Syrie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En tout cas, vous pouvez le retrouver facilement. Vous pouvez trouver la lettre d'un des derniers médecins à Alep, qui en appelle à la communauté internationale et en appelle à Barack Obama, représentant d'un pays suffisamment puissant pour agir, pour dire que on veut bien être la première ligne, on veut bien essayer d'être là pour continuer à soigner ou apporter en tout cas notre soutien et notre compétence aux populations, mais premièrement, aidez-nous à obtenir le minimum d'infrastructures pour pouvoir gérer les soins. Et la deuxième chose, c'est essayer de faire en sorte que nous ne soyons plus des cibles. Et ça, c'est un phénomène nouveau en revanche, c'est que les personnels de santé, les professionnels de santé deviennent aujourd'hui des cibles dans les zones de conflit et du coup engendrent ce phénomène migratoire. Donc tout ça pour dire qu'il y a d'abord une situation et une question locale et régionale à partir du moment où des crises se passent, quelles qu'elles soient. Mais évidemment, je pense beaucoup aux crises géopolitiques, c'est surtout celles qu'on vit actuellement. Et c'est une cause d'instabilité des systèmes de santé, et lorsque les systèmes de santé sont fragilisés, ils deviennent une cause de départ pour les citoyens en général et pour les personnels de santé en particulier. Donc on rentre dans un cercle vicieux. Et puis, c'est un risque non seulement pour la région, mais également pour le reste du monde, et notamment le Nord. Et je pense typiquement au cas de maladies transmissibles, et je pense à la crise d'Ebola, où il y a eu des phénomènes de migration
qu'il a fallu contenir à l'échelle des 14 pays qui étaient autour des 3 pays touchés par Ebola. Et donc là, on s'est retrouvé dans une situation qui avait un impact direct sur la santé des populations alentours. Tout ça, ce grand phénomène est un enjeu d'abord diplomatique et d'aide publique au développement, mais vous imaginez bien que c'est normalement le premier lieu d'action pour éviter ensuite qu'il puisse y avoir des phénomènes non maîtrisés ou en tout cas dramatiques à l'échelle des pays du Nord. Si donc on va du côté des pays d'accueil et des questions de migration internationale. Alors je vais essayer d'éviter les mots migrants, réfugiés, etc., mais au moins de parler de migration internationale. C'est d'abord et avant tout une question de droits de l'homme. Vous parliez tout à l'heure de quel est le rôle du médecin, comment on se positionne par rapport à ça. Les conventions internationales, l'ONU, l'OMS, organisme coordinateur sur les questions de santé à l'échelle mondiale, considèrent que la santé est un droit de l'homme et qui est inaliénable. Il y a la première résolution des États membres de l'OMS date de 2008 sur les crises récentes. C'est la résolution 61-17 sur la santé des migrants. Les premières préconisations sur le droit à la santé, l'accès à la santé pour les migrants datent de 2008. En 2010, il y a une grande consultation mondiale qui a eu lieu à Madrid. Et là, on pose 4 points clés sur la santé des migrants. La première chose, c'est la surveillance de la santé des migrants. On a besoin de données, on a besoin de pouvoir garantir finalement la normalisation et la comparabilité des données de santé sur les migrants. La deuxième chose, ce sont les cadres juridiques et politiques. Donc là, c'est comment est-ce qu'on fait pour justement adopter des lois et des pratiques nationales qui vont respecter les droits des migrants à la santé. Donc la discussion, la présentation de la représentante de l'ARS Île-de-France était très intéressante à ce titre, montrant que les institutions ont évolué, ont aussi mis en œuvre un certain nombre de processus et d'actions liés à ce phénomène nouveau, et c'est quelque chose qui date à l'échelle internationale de 2010. Les systèmes de santé, le troisième point, sont liés au système de santé attentif aux besoins des migrants. Alors ça, c'est une grande logique générale de l'OMS qui est de dire qu'on est centré sur le patient et qu'il faut essayer d'organiser les parcours de soins à partir de là. Donc il n'y a pas d'exception pour les besoins des migrants. Et donc l'idée, c'est de veiller à ce que les services offerts aux migrants soient adaptés sur le plan linguistique et culturel. Vous en avez déjà parlé pendant la première discussion. Renforcer la capacité du personnel de santé et des autres intervenants à répondre aux questions sanitaires liées à la migration, dispenser de manière globale, concertée et financièrement viable des services qui incluent les migrants. Et enfin, le dernier aspect qui a été mis en avant, c'est les partenariats, les réseaux et les cadres multinationaux. L'idée, c'est de promouvoir la coopération et la collaboration transfrontalière et intersectorielle dans le domaine de la santé des migrants. Donc, à la suite de ces 2 grands moments, 2008-2010, il y a de nombreuses recommandations qui ont été formulées par l'Organisation mondiale de la santé, et notamment la région euro, bon, pour l'Europe donc, notamment sur la vaccination des migrants, sur les questions de santé sexuelle, de dépistage et de formation et de sensibilisation des personnels de santé. Les gouvernements ont évolué, mais on voit qu'il y a effectivement encore un accès qui peut être considéré, un accès aux soins qui est réduit ou conditionnel pour les migrants, alors même que les grandes conventions internationales disent qu'il ne faut pas le réduire et il ne faut pas conditionner à la nationalité l'accès aux soins. C'est présenté par ces mêmes gouvernements de plus en plus comme un fardeau financier. Là encore, ce n'est pas le point de vue du secrétariat de l'OMS, donc des personnels qui sont aujourd'hui, qui travaillent à l'Organisation mondiale de la santé et dans les autres organisations expertes, qui disent que les études, premièrement, donc vous l'avez entendu de la part de Catherine de Vanden, la majorité des migrants sont premièrement plutôt des jeunes, plutôt en bonne santé, donc capables de bouger et capables d'aller avoir une activité économique pour une vie meilleure, y compris vis-à-vis des personnes restées dans les pays d'origine, et plus riches que la moyenne, et parfois même plus diplômés que la moyenne. On sait par exemple que les migrations syriennes sont en moyenne plus diplômées que les populations dans les pays dans lesquels ils migrent. Donc globalement, le fardeau financier ou l'approche justement en disant les gens viennent pour avoir accès aux prestations sociales, viennent pour des questions de santé, sont en réalité extrêmement infimes à l'échelle des raisons de santé et des questions générales. Ça ne veut pas dire que les personnes qui viennent n'ont pas de pathologie, et particulièrement psychologique, et justement je crois que ce sera le sujet de l'intervention à venir. Donc globalement, il s'agit d'une approche qui est fondée sur les droits, et cette question de l'accès à la santé est censée être un facteur d'intégration pour prévenir des coûts sanitaires et sociaux à venir,
Donc vous êtes normalement la première étape pour faire en sorte qu'à moyen et long terme, les coûts sanitaires et sociaux soient limités. Ça va favoriser le développement économique et social. Je crois que là aussi, Catherine Devenden vous a clairement dit que l'immigration est en réalité une équation positive pour les pays d'accueil. Et ça protège évidemment la santé publique, puisque vous êtes également un rempart en termes de santé publique en cas de maladie transmissible. Donc la reconnaissance des droits de l'homme selon ces différentes instances internationales, c'est une pratique de santé publique qui doit profiter à tous et qui doit permettre d'accomplir des progrès généraux en termes d'atteinte du meilleur bien-être possible pour les individus. Un dernier point qui me paraît vraiment important, oui bien sûr, je voulais vous dire qu'il y a quand même un zoom, on a parlé tout à l'heure d'immigration liée vraiment à des questions de santé, mais il y a bien sûr des populations vulnérables qui sont identifiées, ceux-ci sont liés aux questions de sexe, d'âge, d'handicap, de statut au regard du VIH, là il y a clairement un sujet spécifique autour du VIH, de l'absence ou de la présence de protection, le fait d'avoir notamment en termes d'immunisation, et du niveau d'instruction. Et tout cela est allié aux causes structurelles de la migration, qui peuvent avoir un impact en effet sur la santé des individus. J'ai parlé des questions psychologiques, mais il y a aussi bien entendu les questions de conditions de vie et de travail, s'ils ont été confrontés à des crimes et des conflits, les questions de barrières linguistiques et culturelles dans l'accès aux soins, qui peuvent être aussi des facteurs de déstabilisation par rapport à la grande présentation du jeune homme prêt à travailler et en découdre pour réussir. Le dernier point, donc, c'est sur la migration des personnels de santé. Je vous en ai déjà parlé à l'instant, mais simplement pour vous dire que vraiment, c'est le premier qui a tendance à tomber, le système de santé, dans un pays en difficulté. Et on a en fait un phénomène aussi qui existe, c'est qu'on passe assez rapidement du système de santé à la prise en charge humanitaire des individus. Ça a été un vrai problème dans la plupart des pays en crise sur les 30-40 dernières années. On commence à réaliser qu'en fait, en arrivant et en acheminant massivement des populations, enfin des équipes de personnel de santé ou carrément du matériel et des infrastructures humanitaires, on détruit le système de santé. Et le jour où on part, il ne reste plus rien. Donc aujourd'hui, on a aussi toute une évolution, ce qu'on appelle le nexus, des organisations non gouvernementales, de l'aide publique au développement et des organisations internationales qui visent à faire en sorte de ne pas détruire les systèmes de santé en cas de crise, mais de faire en sorte que ces systèmes soient résilients. Et c'est pour ça que ce terme me paraissait important dans le titre. Et donc, l'autre aspect, le revers de la médaille également, c'est qu'on dit super, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais des personnels de santé quittent leur pays et viennent rejoindre les pays du Nord. Vous le savez certainement encore mieux que moi parce que vous êtes confrontés à ça, les personnels de santé migrants, en fait, ne sont pas reconnus en tant que tels. Donc c'est de la perte sèche pour l'humanité. Des personnes formées pour des questions médicales, paramédicales, aujourd'hui, ne sont pas reconnues. Il commence à y avoir un certain nombre d'actions qui sont menées. Alors, des plus humanitaires ou humaines, par exemple, le fait dans les camps de réfugiés, en fait, on reconnaît les populations, par exemple, d'infirmiers, de médecins, et qui peuvent travailler, donc obtenir aussi de l'argent et gagner, du coup, une forme d'émancipation au sein des camps. Mais on a aussi des filières affichées. Par exemple, l'Allemagne a décidé de faire en sorte que la majorité des médecins syriens viennent exercer en Allemagne et leur permet effectivement d'apprendre l'allemand, d'être intégrés dans les hôpitaux allemands. Aujourd'hui, il y a plus de médecins qui exercent syriens en Allemagne qu'en Syrie. Et pour le retour, eh ben, rien n'est vraiment organisé, rien n'est vraiment préparé. Je vous ai parlé des systèmes qui sont mal organisés et c'est une cause de non-retour des individus. Là, pour le coup, on ne part pas nécessairement en se disant « je vais être mieux soigné dans tel pays ». En revanche, savoir qu'on sera très mal soigné et qu'on aura un système sanitaire et social délabré dans son pays d'origine peut être une cause de non-retour et bien évidemment particulièrement pour les personnels de santé. Donc, il y a une nécessaire interdépendance des phénomènes. Il y a une action des organisations internationales normatives, de recommandations pour le droit à la santé, le droit à l'accès, aux prestations médicales et sociales dans les pays, avec une volonté forte de collaborer entre les uns et les autres, mais clairement aussi on voit une crispation des différentes parties prenantes, et particulièrement des pays d'accueil, sachant que les enjeux fondamentaux pour arriver à obtenir une couverture universelle en santé, ce qui est l'objectif affiché sur le fronton de l'OMS, pour les communautés d'accueil, c'est effectivement de clarifier
les statuts juridiques et les connaissances des droits des personnes qui sont déplacées. Il y a un enjeu autour de la santé et de la sécurité au travail, parce qu'en fait, les migrants peuvent être aussi dans des situations dans les pays d'accueil où leurs conditions de santé et de sécurité au travail les mettent dans des états d'insécurité sanitaire. L'exploitation sexuelle est un véritable fléau. Là, pour le coup, on le voit, c'est-à-dire que pendant le déplacement, mais également au moment de la migration, on a des phénomènes d'exploitation sexuelle des personnels, par exemple les migrants, personnels de maison dans certains pays d'Asie ou du Moyen-Orient, ou même en Europe, des exploitations qui peuvent être faites et qui ne sont pas nécessairement détectées parce que ce sont des populations qui hésitent et qui ont une hésitation pour intégrer les systèmes de santé, particulièrement pour les questions psychologiques. Le dernier point, c'était sur le retour aussi, et puis les familles qui restent, c'est que finalement, voilà, je crois que ce sera l'excellente transition avec vous, madame, c'est que les traumatismes psychologiques et les questions en fait, de santé autour de ces questions de migration doivent aussi être prises en compte par les pays initial de départ, parce que souvent il reste des familles, parfois même des enfants, qui eux, on le voit notamment aux Philippines ou dans des pays où il y a des migrations de femmes, qui ont laissé leurs enfants dans les pays d'origine, et on voit les traumatismes psy qui augmentent très très fort, et donc il y a des grandes campagnes désormais d'accompagnement autour de la santé mentale des personnes qui sont restées en fait dans les pays d'origine et qui du coup en pâtissent également alors qu'elles n'ont pas franchi la moindre frontière. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.